Je suis rentré avec plein de colère en prison. Tu regardes ton co-détenu, il t'a rien dit, tu dis qu'est-ce que tu me regardes? Il est sorti de sa cellule, il se fait la gorge dans le couloir devant nous tous. Et moi je me souviendrai toujours du bruit du sang qui sort, pouf, pouf. T'as les gitans. Les gitans, ils ont leur clan. Tu sais que quand tes gitans, ils sont solidaires entre eux. C'est bandant de faire des braquages, c'est bandant de préparer un braquage. Mais putain, le mal qu'on fait autour de nous. Alors Adama, comment t'es-tu retrouvé en prison? Longue histoire, je me suis retrouvé en prison parce que j'ai blessé des personnes avec une arme à feu. Parce que j'ai un frère qui est décédé, j'ai voulu venger mon frère quelques années après. Donc j'ai été condamné à 8 ans de prison et c'est comme ça que j'ai connu l'univers carcéral. Quand je rentre en cellule, il y avait déjà quelqu'un, quelqu'un qui était à l'intérieur. Ouais. Et bon, on échange. Effectivement, c'est là que tu te rends compte que tu vas devoir vivre dans 9 mètres carrés avec quelqu'un que tu ne connais pas. Que tu n'as pas choisi, Que tu n'as pas choisi, que tu ne connais pas, et que tu te dis tu vas devoir tout partager, c'est-à-dire les joies, les peines, les odeurs des WC. Moi, c'était plus les toilettes qui me dérangeaient au début. Parce que d'être avec quelqu'un en soi, une fois qu'on a échangé, chacun reste dans son coin, mais de se dire tu vas devoir aller aux toilettes et lui il est à côté, même s'il n'entend pas, il va sentir. Quand lui il va aller aux toilettes, tu vas sentir. Et surtout, même quand tu t'endors la première fois, tu sais, le mec il peut te dire je suis là pour braquage ou stup, il peut être là pour autre chose. Bien sûr. Et c'est la paranoïa en fait. Moi, c'était en 73. À l'époque, j'étais apprenti photographe, je voulais être reporter de guerre. Et puis j'ai eu un grave accident de moto. Vraiment, j'ai été foie éclaté, fracture du crâne, opéré de partout. Et je suis sorti de l'hôpital au bout de 2-3 mois. Ouais, quand Et même. dans l'équipe de motards, on était une quinzaine de motards, tout le monde travaillait sauf 2 mecs qui braquaient les banques. Et puis comme on m'a expliqué à 18 ans que j'avais failli mourir, je me dit putain, il faut que je vive vite, il faut que je vive à fond. Et je suis allé braquer les banques avec ces deux complices-là. J'ai commencé comme ça. Et la première fois, j'étais simplement chauffeur. Et puis on en a fait pas mal, jusqu'au moment où il y en a un qui s'est fait arrêter. À Lille, à l'époque, à Lille, ouais, il s'est fait arrêter. Et puis il nous a balancé. Ce qui arrive malheureusement souvent. Et donc c'est ma découverte de la prison. Ouais. C'était en 73, la 73, première? Ouais. Moi, 2014. C'est deux époques. As-tu déjà pensé à t'évader? Comme tout détenu, oui, mais juste en mode Superman, quoi. J'aimerais bien voler, avoir des ailes et partir, mais de mettre un projet, une évasion, non, j'étais pas prêt. Même, non. Et toi? 3 fois, des murs 3 fois. Une fois d'un palais de justice, et puis des murs 3 fois. Je pensais qu'à ça. Et une de mes tentatives où j'étais gravement blessé, plusieurs vertèbres cassées, les 2 chevilles cassées. En fait, j'étais à l'isolement au 6e étage. J'avais scié mes barreaux pendant plusieurs jours. Et mes complices étaient venus à l'extérieur de la prison. Et on devait rendez-vous à 4 h du matin. Moi, j'avais vu la voiture arriver, un appel de phare, c'était bon. Je sors le barreau, j'avais préparé les cordes. C'était en quelle année, ça? C'était en 87. Ça, c'était en 87, la prison de Bordeaux, Gradignan. Et j'ai fait une erreur, ce qui m'a coûté mes blessures. J'ai fait une seule erreur. C'est que j'avais fait la corde pour descendre du 6e avec la toile de matelas qui est très dure, et puis les draps qui sont pas terribles. Ouais. Et en fait, je m'étais dit, bon, la toile de matelas, je vais l'accrocher en haut. Une fois que j'aurai descendu plusieurs mètres, les draps, même s'ils craquent, c'est pas grave. Sauf que dans la précipitation, je suis monté, j'ai accroché les draps. Et à peine je suis sorti, le drap il a craqué. Ah ouais. Et je suis tombé d'une dizaine de mètres. Donc je me suis explosé les 2 chevilles et puis 3 vertèbres. Mais sur le coup, j'ai rien senti. L'adrénaline, c'est un truc qui est fou. T'as réussi à courir? Attends. Ah ouais, je vais vite, moi. Non, mais c'est un truc qui Ah est ouais, dingue. L'adrénaline, tu ne sens rien. Physiquement, je ne sens rien. Donc je cours, je m'enlève, je cours. J'avais balancé une couverture en bas. Donc je prends la couverture pour remonter sur les grillages et au-dessus des barbelés. Je balance tout ça sur les barbelés. Je remonte, je passe au-dessus des barbelés. Je retombe dans le mur de ronde. Et là, mes complices me balancent une corde très fine. Parce que là, une grosse corde, tu ne peux pas la balancer sur un mur de 8 mètres. Ouais. Donc je tire. J'accroche ça à un projecteur. Les miradors, les 2 miradors, ils n'ont pas bougé. J'ai commencé à monter. Il me restait 2 mètres à monter. Et là, j'ai eu l'impression qu'on me coupait le dos, qu'on me cisaillait le dos. L'adrénaline était partie. Les douleurs d'un seul coup. Donc j'ai hurlé à mes complices, barrez-vous, tirez-vous. Je suis retombé dans le mur de ronde. Ça a été ma frustration. J'aurais voulu tomber du côté de la liberté. Ils n'auraient pas pu m'emmener. J'avais 3 vertèbres cassées. Mais j'aurais voulu tomber du côté de la liberté. Et je suis tombé dans le mur de ronde. Quel est l'événement le plus choquant auquel tu as assisté en prison? Bah, moi, c'est un événement personnel parce que le décès de mon papa quand j'étais en prison, ça, c'est l'événement qui m'a le plus, on va dire, coupé les jambes.
Parce que quand on arrive en prison, on s'imagine, tu sais, je vais prendre temps, je vais sortir, mon enfant il aura tel âge, etc. Mais on ne pense pas à perdre un membre de sa famille. Et quand on t'appelle, qu'on te dit, ben, ton père il est mort, tu sais, là tu te retrouves dans ta cellule, tu te dis, non, non, T'as pu aller à son enterrement? non. Ils t'ont pas Non, filmé. parce que moi, il était malade, j'avais fait une demande pour le voir à l'hôpital, ils ont refusé le vendredi, le mardi, il est décédé. Après, j'ai été à la morgue, Oui, oui, oui. mais tu sais, tu vis avec des remords. Après, tu te dis non, 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 c'est pas possible. Moi, je parlais beaucoup avec mon père et il venait me voir en plus. Tu sais, il faisait partie des personnes qui venaient me voir une fois tous les 2, 3 semaines. Tu te dis, sa dernière image qu'il a de son fils, c'est que son fils, il est en tôle, quoi. Oui, il t'a pas vu libre, il t'a Il pas... m'a pas vu Ouais, libre ouais. et tu te dis, il te verra plus libre en fait. C'est ce que j'explique aujourd'hui, c'est pour ça que je fais beaucoup de prévention aux jeunes. Je leur dis, moi, quand j'ai voulu venger mon frère, je savais que j'allais aller en prison, donc j'ai assumé la prison. Je savais que ma fille, pendant un moment, elle allait être privée de son père. Je savais que ça pouvait coûter ma relation amoureuse. Je savais que mes parents, ils allaient pleurer, mais je me suis jamais dit, mon père, il va mourir ou un autre membre de ma famille. Parce que si j'avais mis ça dans l'équation, je pense pas que j'aurais commis ce que j'ai fait. Et je me rappelle quand ma dernière demande de remise en liberté, quand ils ont accepté, la juge, quand elle me parle, je dis, moi, de toute façon, j'ai eu ma sanction dans tous les cas. Vous pouvez me mettre n'importe quelle peine. Moi, ma peine, je l'ai déjà. J'ai perdu mon père, qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Qu'est-ce qui va me faire plus mal que cet événement-là? Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté et marqué. Et moi, j'ai pris conscience, moi, cette relation avec ma fille, je me suis dit, merde, je suis un putain d'égoïste. Parce que finalement, quand on passe son temps à braquer, à être en cavale et tout, et ben on est vachement égoïste parce qu'on ne pense pas à ceux qu'on laisse dehors. On pense pas. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas perdre mes parents quand j'étais en prison. Mais effectivement, moi, si je parle pour moi, j'étais un putain d'égoïste. Ouais, c'est bandant de faire des braquages, c'est bandant de préparer un braquage. Mais putain, le mal qu'on fait autour de nous. Y a-t-il des clans dans la prison? Des clans? Des clans, ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait les Lyonnais, plein de potes à moi, les Lyonnais. Il y avait. Alors, ça a aussi une force et puis une solidarité. Ah, bien sûr. On sait que s'il y en a un qui est touché, les autres vont réagir. Ouais, donc il y avait les braqueurs, il y avait la cam. J'ai connu des gros trafiquants de cam qui étaient avec nous, colombiens et tout. Oui, des clans, il y en avait. Il y avait aussi les premiers islamistes. J'ai vu les premiers islamistes arriver. J'étais au DPS à Fresnes, puis dans d'autres tôles, et à la centrale 10 heures. Donc c'était pareil, c'était ensemble. Nous, c'est plus par département. Tu vois, Ouais, quand ah oui. tu sais, tu viens du 95, Ouais. Garges, moi je viens de Garges, Sarcelles, on était beaucoup entre nous. Ouais. Tu as les Gitans. Ouais. Les Gitans, ils ont leur clan. Tu sais que quand tu es Gitan, ils sont solidaires entre Bien eux. sûr, bien. Après, il y a les plus petits, les plus jeunes, Ouais. qui traînent que entre microbes, comme Ouais, on disait, ouais. entre jeunes. Après, il y a des périodes. Il y a des périodes où tout le monde s'entend. Il y a des périodes où personne ne peut s'entendre. Parce que moi, j'ai remarqué que les bagarres, c'est beaucoup l'été. Oui, bien sûr. L'été, avec la chaleur, tu sais. Y compris dans les cellules, les bagarres. Y compris dans les cellules, parce que la chaleur, tout le monde a envie d'être dehors. T'es là, t'es avec ton co-détenu, t'es énervé en fait. T'es énervé surtout quand t'as le téléphone, tu regardes tes potes, ils sont en vacances, tu vois la plage, tu vois l'eau, toi tu regardes ton co-détenu, il t'a rien dit, tu dis qu'est-ce que tu me regardes? Ça part vite. Et ça, moi j'ai vu l'été, il y a beaucoup de bagarres. Qu'est-ce qui est le plus dur en prison? Pour moi, le plus dur en prison, c'est déjà la privation de liberté. Si tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de promenade, tu dors. Moi, j'ai fait beaucoup de sport pour m'endormir. Tu regardes la télé, bah, arrive un moment, la télé, ça te saoule. Moi, j'écrivais beaucoup et bah, tu parlais avec ton co-détenu, mais des fois, moi, je passais des fois 3-4 jours, on ne parlait pas. T'as pas envie de parler? À part ça va bien. Même il t'insupporte sans qu'il n'a rien fait pourtant. Mais ça t'insupporte d'être avec quelqu'un tous les jours. Des fois, tu as envie d'avoir ton intimité, tu peux pas. Tu veux parler avec ta femme au téléphone, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux, mais il y a des choses que tu veux pas dire devant ton co-détenu. Donc non, la privation de liberté, tu sais, même quand le surveillant il claque la porte et il part. Clac, clac, ce bruit, tu vois, le bruit des grilles, les bruits des serrures. Ça a dû te faire pareil, même à ton époque, parce que toi, à l'époque, il n'y avait pas de télé en plus. Ah non, on n'avait pas de télé, Il y avait une radio c'était un interphone qui était dans le mur. Ouais. Et alors, on pouvait la couper, nous. Mais c'est un surveillant qui décidait, c'était RTL à l'époque, il n'y avait que RTL. Ah oui. Donc, il la mettait du matin à 7h jusqu'à 9h, un truc comme ça.
Il la remettait le midi à 13 ou 14 heures, et puis le soir, 19 heures à 21 heures. Extinction des feux, plus de lumière, plus rien. À 21 heures à l'époque. Ah ouais. As-tu vécu de la violence en prison? Moi, non. Moi, j'ai pas jamais eu ce genre de soucis, parce que déjà, on était respecté en tant que braqueur. Braqueur, les 3 quarts des taux, t'es respecté. Hein. En plus, quand tu t'es évadé ou que tu as essayé de t'évader, t'es respecté. Par contre, oui, j'ai vu de la violence. J'ai vu un mec s'ouvrir la gorge parce qu'il devait être expulsé. Et il avait une compagne en France, et il avait un enfant. Et quand il a appris qu'il devait être expulsé, il a fait tous les recours, je me rappelle de ce mec. Euh, et les recours n'ont pas abouti. Et le jour où ils sont venus chercher pour l'emmener à l'avion, il est sorti de sa cellule, il s'est ouvert la gorge dans le couloir devant nous tous. On a vu le sang qui giclait. En plus, la coursive n'était pas très haute. Et moi, je me souviendrai toujours du bruit du sang qui sort. Pouf, pouf. Ah ouais. T'as un bruit. Il est mort? Oui, il est mort. Ouais, il est mort. Ah ouais. Ouais, c'était Un suicide en direct, quoi. Ouais, il voulait pas partir. Il avait purgé sa peine. Il était tombé pour de la cam. Il avait purgé sa peine. On n'a pas réussi à le sauver. Nous, on est tués. On a essayé on a rien pu faire. Le sang, il part. Il a la carotide qui est ouverte. Et puis, j'ai vu des bastons dans les cours de promenade. Alors, voilà. La prison t'a rendu plus dur ou plus fragile? Les deux. La prison, ça m'a rendu dur quand je suis arrivé. J'étais déjà dur, mais j'étais encore un peu plus dur. Je me suis battu. Ma première année, beaucoup. Parce que déjà, je suis rentré avec plein de colère en prison. Et je me suis tellement fait une idée de la prison. C'est la loi du plus fort. Donc, le premier qui va, tu vois, j'étais au mitard à cause de ces bagarres. Et fragile à des moments, mais tu ne montres pas quand tu as des moments de faiblesse et autres. Mais tu as des traumatismes après, même quand tu sors de prison. Tu as beaucoup de choses aujourd'hui, même longtemps après, moi, moi, j'arrive pas à dormir avec la porte ouverte. Tu sais, même quand il fait hyper chaud, je peux pas avoir la porte fermée, tu vois. C'est con parce que quand la porte elle est ouverte, tu dis j'ai mon téléphone, le surveillant ne peut pas. Tu sais, c'est des traumatismes qui continuent. Moi, ça fait depuis 2019, je suis sorti. Ouais, ça va faire un moment et tu as toujours ces traumatismes. Moi, je suis sorti donc il y a plus de 20 ans maintenant, 20 ans et 2 mois. Je fais encore des cauchemars de placard. Bien sûr. Je fais encore des cauchemars. Je suis dans une cellule, je suis enfermé dans une cellule. Et les murs se resserrent contre moi, le plafond, truc. Et je me sens enfermé, je tape comme un fou en disant « Putain, j'ai rien fait. » Et oui, mais ça je l'ai fait mais moi, j'ai déjà fait ce rêve. Ouais. Le rêve de... Tu te retrouves en prison et tu te dis « J'ai rien fait. » J'ai rien fait. Ouais. Parce que tu es tellement clean dans ta vie, tu te dis « Mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. » Attends, tu essaies de te justifier, mais on t'enferme. Et quand tu te réveilles, tu as un sentiment... Moi, j'ai un sentiment bizarre quand je me réveille. Voilà, ça démontre que la prison, elle marque quand même. Elle nous marque. À vie. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé entre la prison d'hier et celle d'aujourd'hui? On parlait tout à l'heure, les douches dans les cellules. L'accès au téléphone, parce qu'on parle des téléphones portables en prison, mais il y a aussi le téléphone dans les cellules maintenant. Ouais, maintenant ils en installent. Je crois que c'est depuis 2018 qu'ils en installent. Ouais, alors moi j'ai connu le téléphone en arrivant à la centrale de 10 heures, donc en 98. Avant, j'avais entendu parler de téléphone dans les prisons. Il n'y avait pas de portable, les portables n'existaient pas déjà à l'époque. Donc c'était plutôt, il n'y avait pas de cam non plus. Peut-être un peu de shit dans les années 80 et les poussières, mais dans les années 73, 14, non, il n'y avait pas de... Si, ce qu'on se faisait rentrer, nous, c'était du whisky ou de l'alcool. On se faisait rentrer des... Ouais, il y a toujours eu de la corruption. Oui, mais il y a toujours eu de la corruption. C'est pas total dans les prisons, c'est quand même marginal. Mais moi, je me souviens d'un surveillant, je l'ai envoyé dans un bistrot ici à Paris. Le mec, il me préparait une gourde de whisky. Il allait chercher, à l'époque, il touchait un Pascal, 500 francs anciens, par truc de whisky. Et il nous disait toujours, on était quelques-uns, il disait toujours, moi je vous rends ce que vous voulez, mais pas d'armes, et je ne serai pas complice d'évasion. Et je me souviens même à l'époque, les surveillants, quand je les vois aujourd'hui, j'y retourne aujourd'hui en prison, je fais des ateliers d'écriture, je fais des rencontres. Quand je vois comment ils sont relâchés et tout, nous à l'époque, ils avaient un pantalon bleu marine, une chemise, une petite veste, la casquette. Il n'y avait pas marqué administration pénitentiaire? Si, mais c'était plus des contrats, quoi. Bon, ils n'avaient pas de gilet pare-lame, ils n'avaient pas tout ça. Hein. Et des casquettes, ils avaient des képis. Il fallait absolument qu'ils mettent leur képi. Comment es-tu sorti de la spirale du banditisme? Ma fille est venue voir à la centrale 10 heures en 2000. Et en fait, elle avait 18 ans à l'époque. Le matin, le parloir se passe très bien. Et puis l'après-midi, je la vois, elle arrive, soit qu'elle pleure. Quelqu'un t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal? Et là, elle me dit, toi.
Aïe. Ok, uppercut au foie, ok, souffle coupé. Et elle me dit, j'en ai marre, je veux que tu t'arrêtes. Et j'avais encore 12 ans à faire à l'époque. J'ai dit, attends, j'ai encore 12 piges à faire. Hein. Elle dit, je m'en fous, je veux que tu t'arrêtes. J'ai envie d'avoir un enfant, peut-être pas demain, après-demain, mais dans quelques mois ou quelques années. Et je veux qu'il te connaisse contrairement à moi. Moi, je t'ai connu prison, cavale, je veux que mon enfant te connaisse. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, ok, t'as ma parole, j'arrête. Je tourne la page, c'est fini, j'arrête. Et donc, je dois ma liberté, ouais, ma fille. Aujourd'hui, je suis auteur de polar chez Robert Laffont. J'ai écrit une trilogie, l'histoire d'un gang sur 3 histoires différentes. Le dernier est sorti il y a quelques mois, Pourchassé. Et puis dans les prisons, je retourne dans les prisons, donc quartier homme, quartier femme et quartier mineur, pour des ateliers d'écriture et des présentations auteurs. Donc mon actualité, c'est ça, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai monté mon association, SADA, qui porte le nom de mon petit frère qui est décédé, Solidaires Agissons dès aujourd'hui. Depuis, je suis sorti de prison, je me suis formé à la prévention, justice des mineurs, prévention contre les RICS, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un fait de société. Beaucoup de jeunes s'entretuent pour rien, prennent des coups de couteau, finissent en prison, d'autres au cimetière. J'ai aussi écrit un livre. Moi, j'ai mis mon numéro d'écrou, 55 852. On n'est pas fiers de par où on est passé. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de faire des choses, de dire voilà, nos erreurs, c'était ça. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Parce qu'il y en a qui ne reviennent pas de certaines erreurs. Donc voilà.